Bonjour Sébastien Bonjour. Delpont, directeur de Greenflex. On est ravis de vous recevoir. Merci. D'être avec nous aujourd'hui. Alors, on l'a dit, donc pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, l'Union européenne met en place tout un système de classification d'entreprises sur lequel vous allez, j'imagine, revenir. Vous allez nous parler de taxonomie verte et de ses enjeux. Je rappelle que Greenflex conçoit et accélère la transition environnementale et sociétale des organisations grâce à une approche multi-expertise alliant conseil, accompagnement opérationnel, digital et financement. Je vous laisse la parole et je reviens vous poser des questions après votre présentation. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'éclairer ce que sont des grandes réformes en cours au niveau européen qui vont grandement faciliter le financement de projets vertueux. Donc aujourd'hui, on appelle ça une taxonomie verte, mais effectivement, que vous sachiez effectivement d'où je parle, j'étais présenté quelques instants. Et donc moi, mon métier, c'est d'accompagner des organisations, notamment des entreprises, mais aussi parfois des collectivités, des institutions qui ne soient pas en tout cas publiques, de comment aller plus vite, plus fort sur cette question de transition, en réfléchissant ce qu'il faut faire, quelle est la feuille de route pour aller jusque-là, quels sont les moyens d'accompagnement et aussi les solutions de financement. Parce que si on veut atteindre des objectifs un petit peu sérieux de transition, il faut mettre des moyens, il faut investir. Et il n'y a pas de mal à ça. Et donc nous, on est l'agrégation d'un groupe français de 500 personnes, qui est l'agrégation de 14 startups ETI qui ont fusionné les unes avec les autres pour arriver à délivrer un certain nombre de services avec des activités que j'exposais de conseil, de projets bas carbone et de financement autour de ces grands axes que sont développement durable, décarbonation de l'économie et efficacité énergétique. Aujourd'hui, un des grands sujets, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, vous, moi, des investisseurs institutionnels qui se disent « Oui, je veux que mon épargne soit utile à la transition écologique nécessaire de notre société. » Maintenant, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui gèrent l'argent des autres, mais qui disent « Mais c'est quoi de l'argent vert? C'est quoi un placement vert ?» Alors, financer un parc éolien, je conçois bien, mais il n'y a peut-être pas que ça. Et donc, comment on peut amener ça? Et donc la réflexion de la Commission européenne, c'est de se dire, travaillons avec les professionnels de la finance verte, de l'investissement, pour se dire, qu'est-ce qu'un investissement vert? Comment trier le bon grain de livret? Parce que parfois on a des produits bas carbone, mais ils sont bas carbone parce qu'ils sont fabriqués dans des pays du Sud, par des gens dans situation d'esclavage. Enfin, ce n'est pas forcément des choses très vertueuses. Donc il faut avoir aussi une approche multicritère. De la même façon qu'on a défini à une époque une taxonomie animale, qu'est-ce que le végétal, qu'est-ce que l'animal, qu'est-ce que les champignons, quelle est la famille des vertébrés, des félins, et ben on a défini, il faut qu'on classifie les investissements verts dans leur diversité pour arriver à mieux flécher et accompagner ces investissements. Et donc l'idée c'est quoi? C'est vraiment d'arriver à fixer des règles pour financer bien plus que des éoliennes et des panneaux solaires. Quand même, il faut aussi les financer, mais ce sont déjà des choses qu'on finance bien. Mais transformer notre société, c'est aussi plein d'autres choses, notamment des actions de changement d'usage, de nouvelles technologies qui vont rendre plus efficaces certains systèmes. Typiquement, est-ce que je fais du ciment bas carbone? Si demain je fais des matériaux pour la construction, comment en tout cas je peux travailler à mieux valoriser en tout cas cette dimension? Donc l'Europe se dit, mais quels doivent être les critères? Forcément, on a un critère massif et essentiel qui est celui du climat, parce qu'on doit des solutions au changement climatique. Comment nos activités humaines peuvent émettre moins de gaz à effet de serre? Mais il n'y a pas que des solutions au problème du climat, il y a aussi l'adaptation au changement climatique. Il y a des lieux où on va avoir besoin de solutions qui vont permettre, par exemple, de construire des digues à des moments, parce que si on ne veut pas que des villes soient sous l'eau, il va falloir créer des digues. Donc ces investissements vont être considérés comme alignés avec cette taxonomie verte, parce qu'effectivement, c'est des investissements dont ce monde d'après, vivable, a besoin. Et puis, au-delà d'impact positif sur le climat, on va avoir besoin aussi de travailler positivement sur d'autres dimensions. Si on est bon sur le climat mais qu'on ne traite pas la question de l'eau, on a faux l'équation. Bien évidemment, la question des ressources en eau, les écosystèmes aquatiques vont être très perturbés par le changement climatique. De la même façon, la question de l'économie circulaire. Est-ce qu'on veut des océans remplis de plastique? Pas sûr. Donc une solution bas carbone qui générait beaucoup de plastique dans les océans, on ne peut pas la considérer comme vertueuse et méritant en tout cas cette appellation de projet vert. Donc autour de ces dimensions globalement de biodiversité, économie circulaire, gestion des ressources, adossées à ces questions de changement climatique, on commence à avoir quelque chose de solide et sérieux, avec bien sûr des standards minimums en termes de contribution aux objectifs environnementaux de l'Union européenne, de garanties minimales en termes de droits humains et de gouvernance qui sont aussi essentiels pour arriver à quelque chose de vertueux. Mais ça veut dire qu'en gros, il y a trois grandes natures d'actifs et d'investissements qui vont pouvoir bénéficier de ce label, de cette appellation investissement vert. Des choses qui sont une évidence, typiquement
je suis une éolienne, ça sera toujours de l'investissement vert sans aucun doute. Il y a des activités facilitatrices de celles-ci. Typiquement, je fais des fibres de carbone. Alors, les fibres de carbone, c'est ni vert ni pas vert. Par contre, si les fibres de carbone servent à faire des coques de batteries électriques ou des mâts d'éoliennes, là, ça sera considéré comme vert, puisque ça sert bien cet objectif. Et puis, bien sûr, des activités d'amélioration, notamment toute action autour de l'efficacité énergétique, qui vont être absolument précieuses pour arriver à transitionner notre économie. Et donc, l'idée, c'est que le cœur du sujet de ce qui est débattu ces mois-ci et qui va avoir une influence fondamentale pour les gens, les acteurs économiques, les chercheurs, les start-upers, c'est de comprendre quels sont ces critères qui font que tu rentres pas. Clairement, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est pas vert? Et il va y avoir des seuils. Typiquement, si je fais un système de chauffage 2% plus efficace que les systèmes actuels, c'est sympathique, mais ça ne va pas changer la face du monde. Donc, ça ne sera pas considéré comme vert. Par contre, si je fais quelque chose qui est 35% plus efficace, là, je commence à faire une différence. Et donc, il y a un moment, il va falloir définir une ligne de partage des eaux, mais qui fait qu'une solution technologique, une innovation qui va être développée par une start-up, des chercheurs, une entreprise établie, va soudainement être classée vert ou pas vert, et ce qui va changer fondamentalement les choses pour ses clients. Pourquoi ça va changer les choses pour ses clients? Parce que cette taxonomie verte, elle va rendre obligatoire à 2 catégories d'acteurs, les investisseurs. Quand vous avez votre épargne, votre argent qui est donc à la banque, vous avez 15 000 € sur votre livret d'épargne, la banque devra vous communiquer quelle part de cet argent va pour financer des investissements verts. Parce que vous pourrez, vous, demain, citoyen, comparer vos banquiers en fonction de celui qui vous offre la maximum de possibilités de placement vers ces placements verts. Et deuxième chose, les grandes entreprises, les entreprises de plus de 500 personnes, vont être aussi en obligation de dire aujourd'hui quelle part de leur investissement, quelle part de leur chiffre d'affaires est vert. Et donc, c'est aussi un sujet majeur, c'est qu'on ne pourra plus se cacher derrière un joli rapport RSE disant oui, moi je fais plein de trucs super, avec des jolis dessins d'arbres sur le rapport développement durable, ça ne sera plus suffisant. Parce qu'on va savoir qualifier de façon claire et trier le bon grain de livret, parce qu'il y a les activités qui sont vertes, et vendre des énergies fossiles, ça n'en fera pas partie, vendre des énergies renouvelables, ça en fera partie. Maintenant, la question, c'est voilà, dans un panel de solutions beaucoup plus large de plein de secteurs d'activité, il va falloir clairement marquer cette ligne de partage des eaux et qui va avoir un impact majeur sur les acteurs économiques. Dans un temps, toutes les entreprises de plus de 500 salariés, mais c'est pas mal, et en cascade, tous les fournisseurs de solutions qui vont leur vendre. Parce que demain, dans les relations, comme elles vont devoir afficher publiquement la part de leur chiffre d'affaires et de leur investissement qui relève de ces taxonomies vertes, elles vont être l'objectif de l'augmenter. Et que demain, les actionnaires, qui sont de plus en plus militants, vont leur dire « sympathique tes projets, mais moi je veux que ton objectif à 10 ans, c'est que ta part de chiffre d'affaires vert passe de 10% à 50 ou 60% de tes ventes ». Et ce qui va m'amener à demain à de l'exclusion même de portefeuille, parce que si je développe des solutions, des produits, des métaux, et que je ne peux pas justifier qu'ils ont été produits de façon suffisamment efficace, mes clients me diront « dommage, mais tu ne vas plus pouvoir faire partie de mon panel de fournisseurs ». Donc c'est là qu'il y a un changement majeur, c'est que voilà, cette pression qui va être faite auprès des entreprises et qui va être aussi une belle opportunité pour des fournisseurs de technologie. Parce que bientôt, on aura une boussole. Je suis un chercheur, je veux développer une nouvelle façon de recycler de l'aluminium, de construire du ciment. Et bien effectivement, je saurai que si je fais 3% plus efficace environnementalement que ce que fait le marché, sympathique. Mais bon, ça ne change pas la face du monde pour le client. Par contre, si je fais 30% plus efficace, si le curseur est mis en dessous de 30, et là, ça change tout. Ça change tout parce qu'effectivement, je deviens un fournisseur préféré. Des marchés s'ouvrent à moi et surtout, il y a un coût du capital qui va changer. Un coût du capital changé, c'est quoi? C'est qu'on pressent, ce n'est pas une certitude, que de plus en plus de gens auront envie de placer leur argent de façon vertueuse. Et si on a peu de projets pour beaucoup d'argent, effectivement, il y aura des conditions financières très préférables. Et si le taux standard pour emprunter et financer un équipement est de 2%, s'il est vert, là, vous le financerez à 1%. Alors que s'il n'est pas vert, vous le financerez peut-être à 3 ou à 4, selon aussi s'il est relativement neutre ou relativement sale d'un point de vue environnemental. Donc ce changement est assez majeur parce qu'avoir 28 pays européens qui s'alignent sur des règles communes de ce qu'est un investissement vert, ça va bouger les lignes. Ça va bouger les lignes parce qu'il n'y a aucun fournisseur qui peut se permettre d'être absent d'un marché comme le marché européen et que ça va vraiment donner le là d'un point de vue mondial, comme la réglementation REACH sur les produits toxiques a changé un peu la face du monde sur les critères
de ce qu'étaient des substances autorisées ou non autorisées parce que cancérigènes, perturbateurs endocriniens dans les produits chimiques. Et ça a beaucoup changé de choses. Donc voilà en tout cas ce sujet qui est tout sauf anodin pour un développeur de solutions technologiques et qui rendra sa solution pertinente ou non pertinente. Voilà, je vais développer ma solution dans mon labo. Suivant qu'elle est verte ou pas verte, je serai ou pas, j'aurai ou pas un accès pour mes clients à un coût du capital et une préférence client qui va être essentielle, puisque cette nouvelle moulinette verte va être un élément essentiel de ces développements. Avec des arbitrages qui sont en cours, tout n'est pas encore gravé dans le marbre. L'Europe est en train de débattre de ces questions. Beaucoup de lobbies poussent, les uns pour faire rentrer le gaz, d'autres le nucléaire, d'où des grands débats et de batailles de lobbies. Mais clairement, demain, il y aura des critères enfin clairs pour savoir qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment on rentre ou pas dans ces critères de la finance durable. Donc en tout cas, soyez attentifs, qui que vous soyez, mais dans la posture où vous êtes, c'est quelque chose qui n'est pas aussi inodin qu'il n'en paraît, et que la capacité qu'on va avoir à qualifier la vertu des investissements va être un sujet assez décisif dans le développement économique des années à venir. Merci Sébastien, c'est mieux avec le micro. Absolument. Merci pour cette présentation et ces explications, parce que c'est vrai qu'on en avait besoin. Alors, une petite question pour vous, Sébastien. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur les villes durables, la Smart City. Et je voulais savoir si vous pouviez nous dire 2 mots de peut-être l'engagement des pouvoirs publics, thématique que vous connaissez aussi pas mal, et sur cette ville durable, cette Smart City en général. On voit clairement que la ville de demain, la ville de 2050, si on la veut bas carbone, il y a beaucoup à faire, puisqu'on voit la consommation d'énergie des villes, pour les logements, pour les bâtiments, pour la mobilité, c'est une consommation massive. On parle aussi d'impact sur le monde alimentaire, 70% des repas sont pris en ville. Donc il y a un moment, on a un impact majeur des villes qu'il va falloir transformer pour ça. Et pour être bas carbone, les villes ont concrètement 5 défis à relever. Celle d'être plus efficace en énergie, celle de se sourcer massivement en énergie renouvelable, de réinventer leur mobilité, de repenser leur mix matériaux. On ne va pas se mentir, des villes en béton traditionnel ou en bois, ce n'est pas le même impact carbone. Et le dernier, c'est qu'est-ce que les gens mangent. Et donc ça, c'est les 4 défis majeurs qui s'offrent, en tout cas aux gens qui ont à gérer des villes. C'est travailler ces grandes dimensions pour réussir ce facteur 4 dans les villes. Et on voit clairement dans cette période de relance post-Covid qu'il y a une volonté d'accélérer sur ces sujets. On voit que par exemple, il y a une part extrêmement massive du plan de relance dédiée à la rénovation énergétique et l'efficacité énergétique. La base, c'est commencer par moins gaspiller avant de faire les choses de façon vertueuse. De la même façon, être sobre en énergie, en ressources, c'est une base avant de construire de façon durable. Donc on voit en tout cas qu'il y a un curseur qui s'oriente plus fortement vers l'accélération de la transition des villes. Après, il y aurait encore beaucoup de choses à inventer, beaucoup de choses qu'il va falloir changer d'échelle. On est parfois encore à l'échelle des démonstrateurs urbains vertueux. Et la question, c'est comment on change. Parce que l'inertie des villes est telle qu'on ne construit que 1% des bâtiments d'une ville chaque année. Ce qui fait que pour la changer, le sujet fondamental, ça va être principalement sa rénovation et la reconstruction de la ville sur la ville. Puisque 70% des bâtiments de 2050 existent. Ils sont là, ils ont un nom, une adresse. Et donc d'ici à 2050, c'est que 30% de bâtiments en plus qu'on va construire. Mais donc le défi majeur, c'est la transformation de ce bâti existant en quelque chose de beaucoup plus vertueux. Et comment vous l'envisagez ? On l'envisage. Il y a effectivement différentes choses à mettre en œuvre. Clairement, le fait qu'il y ait un coût du capital et des moyens massifs mis en œuvre pour ça, c'est une base essentielle. Après, il y a toujours 3 dimensions pour l'accélération de ça. Il faut qu'il y ait une demande. Voilà, premier sujet. Est-ce que les gens ont envie de rénover ? Et le courage de rénover est un peu sérieusement. Ce n'est pas en faisant du -5, -10, -20% qu'on va changer les lignes. Il va falloir faire du -50, du -60, du -80% ou aller vers du zéro énergie. Ça, c'est le premier sujet. Il faut qu'il y ait une demande. Ensuite, il faut qu'il y ait une offre. Trop souvent, les gens disent « oui, mais il n'y a pas de clients, pourquoi on s'embêterait à développer des technologies ?» Donc, il faut que se développe cette offre. Et bien évidemment, ensuite, il faut qu'il y ait un financement de ces projets. Et donc, c'est tout le sujet qu'il faut réinterroger. C'est cette dimension de la création d'une offre, d'une demande et d'un financement dédié, avec la difficulté que si l'un est prêt trop tôt, ça n'avance pas. Et que j'ai beau mettre de l'essence dans une voiture qui n'a pas de moteur, elle n'avance pas. Il faut qu'on ait une maturité, que ces 3 écosystèmes, et toute la difficulté des politiques publiques et de cet alignement public-privé, recherche nécessaire ces temps-ci, c'est comment arriver de façon concertée à faire travailler finance, offre et demande en solutions plus durables dans les villes.
Et vous nous confirmez qu'auprès des acteurs que vous accompagnez avec Greenflex, on voit cet appétit pour les nouvelles technologies dont vous parliez? Oui, clairement. Aujourd'hui, le sujet n'est plus est-ce que, la question c'est comment. Donc là, vraiment, on est vraiment rentré dans cet âge du faire. Faire, F-A-I-R-E, où maintenant il s'agit de passer à l'action. Donc les gens ne se demandent plus, je veux dire, voilà, on a vu Greta, on a vu les gilets jaunes, maintenant on doit bouger. Je veux dire, on a nos enfants qui sont dans les rues pour dire plus vite, plus fort, on doit entendre nos enfants qui nous disent plus vite, plus fort. Donc maintenant, il s'agit de se dire dans quel ordre on prend les sujets. Et donc beaucoup d'entreprises et d'organisations, que ce soit des grandes collectivités, se posent la question dans quel ordre je fais les choses. Je commence par réinventer les mobilités, par rénover les bâtiments, je fais tout en même temps. C'est quoi un plan stratégique où je mets des milliards chaque année? Qu'est-ce que je fais en 2022, en 2023, en 2024 pour arriver à un schéma d'ensemble cohérent? Donc il y a besoin forcément d'un plan d'action à un moment et d'accompagner la mise en œuvre. On a besoin de premiers succès. Et puis ce qui va être quand même aussi essentiel, c'est de créer une dynamique positive, de donner envie de ces villes vertes. C'est qu'il y a un moment des défis. On est fiers de regarder Thomas Pesquet dans les étoiles. Maintenant, comment on va être fier de voir un maçon rénover un bâti? Aujourd'hui, peu de gens ont des posters de maçons dans leur chambre. Voilà. Est-ce qu'il y en a suffisamment qui ont des posters de chercheurs? C'est le sujet. C'est comment, en tout cas, avant même la conquête de l'espace, qui est très précieuse et utile, on réfléchit aussi à cette reconquête de la Terre pour la rendre plus verte. Et ça, c'est un défi majeur qui s'ouvre à nous dans les années à venir, créer cet imaginaire positif de ceux et celles qui réinventeront nos villes. Et vous y participez, et on vous en remercie. Et c'est formidable. Merci Sébastien. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous.